Sunderlight Productions. On a quand même cette idée reçue que quand on consulte un podologue, on repart quasiment systématiquement avec une paire de semelles orthopédiques, voire deux. Aller chercher quelque chose de différent alors qu'on va bien, en course à pied, selon moi, c'est une prise de risque. Il faut prendre une pointure et demie en plus quand on choisit sa paire de running parce que nos pieds gonflent en courant. Vrai ou faux? Alors, il faut associer à la longueur de foulée la cadence de foulée, qui sont forcément en lien. Plus tu as une longueur de foulée importante, plus ta cadence diminue. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode spécial enregistré en public à l'occasion de l'ASICS Running Lab Tour. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce que nos pieds disent de nous. Et pour nous aider à y voir plus clair en podologie et biomécanique du coureur, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'un des meilleurs spécialistes français dans ce domaine. Il s'agit d'Yves Lescure, podologue et responsable diplôme universitaire podologie et biomécanique et sport à l'INP ILEPS. Je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier de... Merci pour l'accueil si chaleureux, merci beaucoup. Yves, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, il fait presque beau, donc on est pas mal, on est bien, il y a des gens sympas, voilà, tout va bien, c'est cool. On va profiter un petit peu de cette prolongation de l'été. Une citation de Racine dit « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser aux pieds des coureurs et des coureuses et on va tenter de répondre aux questions que se posent nos auditeurs. On a demandé un petit peu à notre communauté de nous poser des questions autour du pied et je peux te dire qu'ils ont été très nombreux à nous solliciter sur cette question. Et du coup, je vais te poser ma première question un peu introductive. Dans quel cas est-ce qu'on doit aller consulter un podologue? Est-ce qu'il faut attendre d'être blessé? Est-ce qu'on peut aller le voir avant? Et surtout, comment est-ce qu'il peut nous aider, nous, en tant que coureurs? Ça, c'est une très très bonne question. Déjà, par rapport au terme podologie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, justement, le podologue, il a plus, on va dire, la tête uniquement sur le pied. Okay, c'est que, notamment pour un coureur, mais pour l'ensemble des patients qui viennent nous consulter, l'approche, elle est globale du membre inférieur, des membres inférieurs et même de tout l'appareil locomoteur, c'est-à-dire de tout le corps. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas aujourd'hui isoler le pied. On s'appelle podologue et les racines étymologiques sont bien là pour ça, mais il faut considérer que le pied c'est un point de départ de la chaîne locomotrice, en gros du corps humain, et qu'on est obligé de considérer l'ensemble du corps humain pour justement avoir, si tu veux, le traitement approprié pour un coureur. On ne peut pas isoler le pied du reste, ça c'est pas possible. Voilà, donc c'est déjà le premier point qu'il faut éclaircir, c'est-à-dire que ça fait partie de l'examen du podologue, c'est d'avoir une vision globale de l'ensemble du corps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les raisons pour lesquelles on doit aller voir un podologue, je pense que là où tu l'as déjà évoqué, le premier point le plus important, je pense, c'est de se dire, j'ai une activité, et là on parle du running, et j'ai un problème chronique. J'ai un problème chronique, une douleur qui nuit à mon activité, soit à ma performance, soit justement à la capacité de le faire. Ça, c'est la meilleure raison pour moi d'aller voir un podologue. C'est-à-dire, en gros, d'avoir une douleur qui empêche de courir ou qui réduit le plaisir de courir. Et je fais des phrases très longues. Et je Prends parle ton temps, beaucoup. on est là pour ça, t'inquiète pas. On va rentrer dans le détail aujourd'hui. Et pour préciser pourquoi ça vaut le coup, c'est tout simplement qu'il faut considérer à un moment donné que s'il y a une douleur chronique, c'est que quelque part, il y a un mauvais fonctionnement de l'activité. C'est que s'il y a une douleur chronique, la douleur c'est un système d'alarme qui dit attention, cette structure elle souffre, ce tendon, cette zone articulaire, etc. elle souffre. Si elle souffre, c'est qu'elle est surmenée, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui lui impose de trop fonctionner et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a réglé d'un point de vue mécanique, tout simplement. D'accord. Tu es quand même très spécialisé dans la course à pied, je pense que tu croises beaucoup de coureurs et de coureuses dans ton cabinet. Alors, c'est quoi les principaux soucis que peuvent rencontrer tes patients quand ils courent? Les cas que tu vois le plus courant? Alors, les cas, et j'ai envie de dire, le cas déjà, c'est le genou, c'est le chef de file du problème du coureur.
coureurs, et ça concerne énormément le podologue pour le coup. Une pathologie qui s'appelle ce qu'on appelle le syndrome fémoro-patellaire ou le syndrome rotulien, c'est la pathologie de la course à pied. C'est un quart des blessures dans le running. Ok, je connais bien, je suis passé par là moi aussi. Je pense comme beaucoup d'auditeurs et de personnes ici dans la salle. C'est des stats qui sont réels. Là, tout ce que j'évoque, ça fait partie de la littérature scientifique, etc. Voilà. Le syndrome rotulien, c'est la pathologie de la course à pied. C'est 25% des blessures quasiment. Après, on a son vrai faux copain, qui est la bandelette iliotibiale, le fameux syndrome de l'essuie-glace, qui est finalement beaucoup moins présent. La seule caractéristique du syndrome de l'essuie-glace, c'est qu'il apparaît quasiment uniquement dans la course à pied ou le cyclisme. Mais voilà, c'est une autre pathologie qui est plus en latéral du genou. Très connue des coureurs aussi. Voilà, exactement. Après, c'est périostite et tendinopathie d'Achille, tendinite d'Achille, qui sont en général qui constituent en général justement la suite. Voilà, mais à hauteur de 10%. Si on doit parler statistiques, c'est 25%, c'est quasiment 40% de blessures sur le genou, dont 25% le syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien, et après tendinopathie d'Achille et périostite, c'est 10% chacun. Voilà. Ok, Yves, je vais être un petit peu provocateur, si tu me le permets. On a quand même cette idée reçue que quand on consulte un podologue, on repart quasiment systématiquement avec une paire de semelles orthopédiques, voire deux, parce qu'on va avoir une pour la ville et une pour les chaussures de running. Il y a beaucoup de coureurs et de coureuses qui n'ont pas forcément envie d'avoir recours à ce type de dispositif médical pour différentes raisons qui leur sont propres et qui sont sûrement très valables. Alors, est-ce que cet a priori, il est vrai? Est-ce que quand on ressort d'un cabinet d'un podologue, on repart quasiment systématiquement avec des ordonnances pour des semelles? Alors, je pense que l'a priori est vrai et qu'il y a une trop grande tendance justement de la part des podologues en général à vouloir mettre des semelles sous les pieds des gens. C'est pas du tout la tendance de nous qu'on défend à l'Institut national de podologie. Il faut comprendre que vous savez, chacun a ses principes, etc. Nous, on aborde plutôt une podologie justement de traitement d'une pathologie. C'est-à-dire qu'en gros, l'aspect préventif des choses qui peut être intéressant à un moment donné, mais a réellement ses limites. C'est-à-dire que dès qu'on a une petite déviation du pied, du genou, etc., il faut une paire de semelles. Moi, de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je suis d'accord quand on se dit très simplement, il y a justement une problématique douloureuse. La paire de semelles peut répondre à cette problématique douloureuse et elle le doit. C'est-à-dire que si je dois dire deux choses, c'est que encore une fois, l'Institut national de podologie, qui est l'institut où j'enseigne, dirigé par Monsieur Mitens, eh bien, on enseigne une podologie de traitement. C'est-à-dire qu'il doit agir sur un point douloureux. Et une podologie de traitement, ça veut dire que le podologue s'engage. C'est-à-dire que moi, ce qu'on dit à nos patients, c'est pas je vais vous faire une paire de semelles, c'est je vais vous soulager votre douleur par une paire de semelles. Ça sous-entend quelque part qu'il y a un engagement. Il faut entendre que le patient doit entendre que si ça marche pas, il faut qu'il revienne le voir pour que ça marche. C'est le contrat. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui est clair aujourd'hui dans la podologie moderne. Il faut que ça serve à quelque chose. Si la paire de semelles ne soulage pas la douleur, il y a deux options. Soit ça veut dire qu'il doit y avoir des réglages réalisés sur la paire de semelles pour aboutir à ce soulagement. Soit ça veut dire qu'il faut une réorientation pour trouver une solution, mais ça veut peut-être dire aussi qu'à la base, la paire de semelles n'était pas indiquée. Donc il faut bien comprendre ça. Justement, en parlant de semelles, de chaussures, tu croises beaucoup de coureurs. Est-ce que il y a cette idée que finalement la chaussure serait le premier facteur de blessure? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça correspond à la vision que tu as sur le terrain? Est-ce que vraiment la chaussure, c'est le premier facteur qui cause la blessure en course à pied? Non, la réponse ne me concerne pas, mais encore une fois, concerne les statistiques autour des articles scientifiques sur les blessures en running. Le premier facteur de blessure en running, c'est une augmentation trop importante de la charge d'entraînement. Ça, c'est clair et net, c'est loin devant. C'est-à-dire qu'il y a même, on va dire, ce qu'on appelle sur les facteurs de risque des pathologies en running, s'il y a une unanimité qui se fait dans la littérature scientifique, que ce soit celle des kinés, celle des podologues, celle des biomécaniciens, etc., c'est que c'est l'augmentation de la charge d'entraînement inconsidérée, ou une mauvaise gestion de sa charge d'entraînement qui est le facteur de risque numéro 1. La chaussure en fait partie, mais dans certains types de contextes et pas systématiquement, loin de là.
C'est un peu le coupable idéal aussi, des fois, la chaussure. Ça évite qu'on se remette en question. Ou le podologue, parfois. Ou l'entraîneur aussi, parce qu'il a donné une séance. Mais c'est vrai qu'on a tendance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coureur cherche souvent un coupable. Ça, c'est vrai. Exactement. Et pas forcément une remise en question. Mais ça correspond aussi à ce que nous, on défend dans le podcast, avec Fred notamment. Très bien. Et c'est ce qu'on constate aussi sur le terrain. Parlons maintenant de la forme de nos pieds et de ce qu'ils disent de nous. Tu sais, on parle souvent de pronation, de supination, de position neutre, mais il y a aussi un autre critère qu'on doit prendre en compte, ou pas d'ailleurs, ça tu vas nous le dire, c'est la forme de notre voûte plantaire. Je vais parler sous ton contrôle, hein. Mais je crois qu'il existe 3 formes. Tu as le pied physiologique qui est le plus répandu, le pied plat et le pied creux. D'ailleurs, on peut faire le test chez nous. Il suffit de se mettre pieds nus sur un seul plat et puis de voir la forme de notre pied. On peut trouver facilement sur Internet des petits croquis pour voir quelle forme on a. Alors, on serait plus ou moins avantagé en fonction de la forme de notre pied. D'ailleurs, je sais que par le passé, le fait d'avoir des pieds plats, c'était un cas de réforme au service militaire parce qu'on estimait que ces personnes avaient des risques trop importants de se blesser et puis aussi que physiquement, ils étaient moins efficaces, donc moins aptes à combattre, entre guillemets. Alors, je sais que les choses évoluent avec les études et que voilà, ce qui était vrai il y a 50 ans n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Toi, est-ce que tu penses qu'il y a une forme de pied parfaite pour courir? Et est-ce qu'avoir le pied plat, par exemple, ou le pied creux, ça peut être un vrai handicap et une source de blessure? Alors, c'est ce qu'on va appeler pied plat, pied creux. C'est ce qu'on va appeler des caractéristiques architecturales ou structurales. Ça veut dire qu'on est construit comme ça, c'est-à-dire qu'on est fait comme ça. C'est une des caractéristiques on va dire un maillon de la chaîne du corps humain. Il faut comprendre que ce qui est important, encore une fois, puisqu'on parle de running, c'est finalement pas le fait qu'il soit creux ou plat, c'est son expression dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un outil figé, qui est le creux ou qui est le plat. L'important, c'est comment il va fonctionner. Et là, en fait, à partir d'un même pied plat, tu peux avoir une multitude de façons de fonctionner qui vont être soit éventuellement pathologiques, soit pas du tout, puisque ça va être corrélé à justement d'autres maillons de la chaîne qui vont interagir et qui finalement peuvent rendre le pied plat. Il y a des pieds plats qui vont aller bien toute leur vie, qui vont courir 100 bornes par semaine, etc., qui n'auront jamais besoin de semelle et qui courront très bien. Et puis il y a d'autres pieds plats qui vivront moins bien les choses parce que c'est associé à un excès de pronation ou un trouble du genou, un trouble de la hanche. Et en fait, c'est un cocktail. Il faut comprendre que la foulée d'un coureur, c'est justement l'association de ces petites caractéristiques de comment il est construit, structure du pied, du genou, de la hanche et même du dos, et la mayonnaise que ça donne en mouvement. Et c'est ça qui est important en fait. Et en fait, parfois, il y a des très très bons compromis. Tu parlais tout à l'heure de la pronation. Il y a même certains types de surpronation qui peuvent être très bien pour certaines pathologies du genou. Tout comme certains types de surpronation qui peuvent être compliqués pour certains problèmes de genoux. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'on a un pied creux qu'on va chez le podologue, ok. C'est pas parce qu'on a un pied plat qu'on va chez le podologue et qu'on doit avoir une semelle, etc. C'est parce que à un moment donné, dans une activité quelle qu'elle soit, on déclenche un problème et le podologue, en fait, lui, son job, c'est de faire la somme des petits problèmes que tu peux avoir et de voir surtout ce que ça donne dans la situation où tu déclenches tes problèmes. Le truc est clair, c'est si on va chez un podologue et qu'on dit j'ai un pied creux et un pied plat et j'ai mal au genou quand je cours à pied et qui regarde que le pied creux ou le pied plat et qui fait une semelle pour ça, pour moi là on est dans la faute professionnelle. Un podologue qui s'occupe d'un coureur doit le regarder courir si sa façon de courir lui occasionne des douleurs. C'est le point le plus important de l'examen. D'accord. Justement, concernant la pronation, la supination, la position neutre, c'est vrai que c'est des mots qu'on entend beaucoup, qui deviennent un peu, j'ai l'impression, des mots un peu valises. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur toutes ces différences et surtout, est-ce qu'on peut connaître vraiment avec précision le type de foulée qu'on a et comment on doit faire pour connaître? Alors, si on parle de définition de pronation, sans rentrer dans trop de détails, bon, voilà, la pronation, c'est le pied qui aura tendance un petit peu à s'écrouler sur l'intérieur, à partir sur l'intérieur. La supination, c'est évidemment le pied qui ira sur l'extérieur. Alors effectivement, ça engendre des mécanismes dans le pied, qui sont un petit peu compliqués à expliquer comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que encore une fois, c'est de la pronation, de la supination, c'est quelle va être son influence sur on va dire les tissus du pied. Est-ce que ça va les mettre à mal en fonction du degré de pronation ou du degré de supination, et aussi quelle va être l'influence sur l'ensemble du membre inférieur. Le problème finalement, si on résume un petit peu les choses, si on considère que c'est le genou qui pose le plus de problèmes en course à pied et qu'on parle de pronation du pied, et ben, ce qui est important, c'est de voir finalement dans quelle mesure la pronation va être responsable ou pas du dysfonctionnement du genou. Donc
encore une fois, parler de pronation isolément, si on parle des bilans qui sont faits ici par les membres de l'Institut national de podologie qui viennent conseiller les choses, ils ont une approche systématiquement globale. Et isoler la pronation, encore une fois, ou la supination, pour moi, c'est une erreur. Il faut que ce soit corrélé à l'ensemble de la biomécanique du membre inférieur. Voilà. Alors après, la question qu'on peut se poser, si cette foulée elle n'est pas suffisamment efficiente ou elle peut générer des blessures parce qu'on est trop pronateur, trop supinateur, et du coup, est-ce qu'on va pouvoir la corriger, que ce soit avec des semelles ou avec des chaussures? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. C'est pas forcément évident d'y voir clair parce qu'il y a aussi des enjeux marketing derrière et il faut pouvoir démêler un petit peu le vrai du faux. Et aussi, comment est-ce qu'on peut savoir quel type de foulée on a? Alors, aujourd'hui, on enregistre depuis l'ASIC Running Lab Tour. J'ai vu qu'il y avait des tests de foulée qui se faisaient en bas. Tu peux nous expliquer la méthodologie que tu utilises pour identifier la foulée exacte des coureurs? Oui, alors on fait quasiment des examens cliniques du sportif qu'on réalise en cabinet, c'est-à-dire que les examens qui sont réalisés ici, c'est une étude statique, une étude dynamique, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord l'étude statique elle consiste un petit peu à cerner l'aspect structural des choses, le creux, le plat, si on a des genoux, ce qu'on appelle varum arqué, des genoux valgum en dedans, etc. Ok, on statue sur le mec il est comme ça en haut, comme ça en bas, comme ça. Voilà. Et après, surtout, encore une fois, le point fondamental, c'est qu'est-ce que ça donne en dynamique? Comment il court avec tout ça? Parce qu'en fait, chaque chose peut avoir des proportions assez différentes et donner une mécanique de course assez différente. Et donc, une fois qu'on a envisagé la globalité de son fonctionnement, on va dire ses tendances biomécaniques de foulée, et ben on essaye de savoir, on le corrèle aussi avec son petit passé d'antécédent, c'est-à-dire quelles blessures il a eu par le passé, etc. Et encore une fois, je reviens sur les thèmes bateaux que je t'ai évoqué. Si le coureur te parle qu'il a eu que des soucis aux pieds toute sa vie, etc., ça veut dire qu'on va lui proposer plutôt une chaussure qui va avoir tendance à bien protéger son pied. Okay, et s'il parle de soucis qu'il a eu toute sa vie avec ses genoux, on va plutôt tendance à lui proposer une chaussure qui protège un peu plus son genou. Voilà un petit peu le principe. Après, si on considère le type de foulée, on va se poser la question, tiens, quelle usure prématurée ce type de foulée peut avoir sur une chaussure, et donc qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que peuvent être pertinents les notions de concept de stabilité, de chaussures pour foulée pronatrice, etc. Il ne faut pas le voir comme un outil correcteur, selon moi. C'est pas une chaussure qui corrige. On a d'ailleurs, nous, on est dans notre petit laboratoire de biomécanique à l'Institut national de podologie, on a fait des tests, on a comparé des coureurs pronateurs avec des Nimbus et des Cayeno, pour ne pas les nommer. En fait, à J0, c'est le même impact biomécanique. Il n'y a pas d'impact biomécanique, c'est-à-dire de situation de pied corrigé, de genoux corrigés. Mais en fait, quand on regarde la littérature scientifique, si on regarde à 500 km et à 1000 km, c'est là qu'il y a un impact. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai besoin d'une chaussure pour foulée pronatrice, c'est pas tant pour corriger ma pronation, c'est pour pas que ma pronation s'aggrave à cause de l'usure d'une chaussure qui ne tiendrait pas la charge de ma pronation. C'est-à-dire que je m'explique, si tu prends une Cayeno, que tu es pronateur, eh bien, en gros, elle va garder sa stabilité bien plus longtemps que si tu prends une Nimbus et que tu es pronateur. À J0, c'est la même. À K0, c'est la même. À K1000 km, ta Nimbus, elle va être éclatée en dedans, elle va dévier, elle va pervertir ta foulée, elle va engendrer des problèmes. Donc, en gros, choisir ce type de caractéristiques, c'est pas tant pour se dire, il me faut une correction parce qu'il y a quelque chose. S'il doit y avoir une correction, elle doit être personnalisée, pour le moins faite par un podologue, etc. S'il doit y avoir une correction, là, on est en fait dans se dire, je veux avoir les caractéristiques de cette chaussure running le plus longtemps possible et le plus stable possible dans le temps. C'est ça l'idée pour moi de ces renforts-là, et c'est pour ça ils peuvent cohabiter avec. On dit parfois, j'entends, faut que je prenne une chaussure universelle parce que j'ai des semelles orthopédiques. Non. C'est pas grave. C'est pas parce que on a des semelles orthopédiques qu'on doit forcément se mettre sur l'universel. La notion pour moi de concept de stabilité de cet ordre-là, c'est pour assurer finalement une durée de vie plus longue de la chaussure du coureur pronateur. Et est-ce que notre pied, notre foulée, elle évolue en fonction de notre évolution, notre niveau de pratique dans le running? Est-ce que finalement, on peut pas aussi corriger? Est-ce que je peux être un gros pronateur et passer en foulée neutre, ou inversement être un spinateur ou un foulée neutre et passer en pronation? Est-ce que c'est figé dans le marbre ou ça peut évoluer avec le temps et la pratique? Alors, c'est pas évident la question que tu poses, parce que la pronation telle qu'on l'a décrit, c'est difficile de se dire qu'on peut la corriger.
c'est-à-dire par un acte volontaire. On peut envisager, alors il y a plusieurs choses qu'il faut voir. On peut envisager des renforcements de certains muscles du pied ou même de la jambe qui peuvent aller dans le sens, entre guillemets, d'avoir une action qui lutte un peu contre la pronation. Ça, c'est le premier point. Et puis, donc ça, c'est éventuellement le travail qui peut être fait en kinésithérapie sur un problème face à une pathologie de la course à pied. Et puis, il y a aujourd'hui une autre tendance qui commence à émerger, enfin, dont on entend de plus en plus parler, c'est ce qu'on appelle le changement de foulée, le running retraining, c'est-à-dire en gros, finalement changer son espèce de schéma moteur de sa foulée en faisant varier certains paramètres. Le plus connu aujourd'hui, c'est de se dire, peut-être qu'on va aborder un petit peu plus les choses autour de ça tout à l'heure, c'est de se dire, t'attaques par le talon, c'est pas bien, faut que t'attaques par l'avant-pied. Voilà, ça c'est justement, ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle du running retraining, du changement de foulée volontaire. C'est un entraînement, un nouveau geste technique, on va dire, de la foulée. Et faut savoir que c'est le plus répandu en général. Il en existe plein d'autres qui consistent justement à essayer de changer la biomécanique de la foulée du coureur et qui peut avoir un impact très intéressant si c'est fait à bon escient. D'accord. Écoute, je te propose maintenant qu'on passe à la deuxième partie de cette émission où on va s'intéresser plus particulièrement à la chaussure et comment l'entretenir et la renouveler. Une étude récente estime que 81% des runners pourraient ne pas courir avec les bonnes chaussures. C'est un chiffre qui fait réfléchir et qui peut traduire aussi la difficulté que peuvent rencontrer les coureurs quand ils doivent choisir leur matériel. Parce qu'entre les réseaux sociaux, les phénomènes de mode, les idées reçues, je pense qu'on peut entendre à peu près tout et n'importe quoi sur cette question. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair ? Je suis un coureur, je m'interroge sur la chaussure qui est vraiment faite pour moi. C'est quoi les critères que je dois prendre en compte pour choisir ma chaussure de manière intelligente ? C'est une très très bonne question. On va mettre les choses dans l'ordre. Déjà, ça dépend quel coureur tu es. Si on parle d'un coureur qui fait ses 3-4 sorties par semaine et qui va bien et qui performe comme il veut, en tout cas qui sent pas de limite à sa performance particulière et qui n'a pas de douleur associée, ce coureur-là, j'ai envie de lui dire, écoute, la course à pied, ça génère des pathologies, toi t'en as pas, donc cherche pas à avoir des changements particuliers, reste sur le même type de chaussures que tu as l'habitude d'avoir. Allez chercher quelque chose de différent alors que on va bien. En course à pied, selon moi, c'est une prise de risque. Parce que, en gros, il faut comprendre que qu'est-ce qu'un coureur ? C'est une espèce de machine, à un moment donné, qui a un certain niveau de pratique, durée de pratique, intensité de pratique. S'il fonctionne bien, ça veut dire que son corps est complètement adapté à tout ça. Et dès qu'il va changer un paramètre, ça veut dire qu'il va demander à son corps de forcément faire surfonctionner ou plus fonctionner certaines autres structures et qui vont peut-être pas accepter ça. Le sens de ce que je te dis, c'est juste de comprendre que si on opère un changement sur son matériel technique, il faut prendre le temps de ce changement. C'est-à-dire qu'on ne change pas de caractéristiques de chaussures en se disant je fais 50 bornes cette semaine, je change de drop complètement, je le divise par 2 la semaine d'après, je continue à faire mes 50 bornes. Ça n'est pas possible, ou en tout cas c'est possible dans certains cas, mais c'est juste multiplier par quelque chose de conséquent le pourcentage de chances de se blesser. Donc voilà, le premier truc, c'est en gros le premier conseil qu'il faut donner, c'est si j'ai pas de douleur et que je cours très bien et que je suis satisfait de tout ça, qu'est-ce que je vais chercher dans une nouvelle paire de chaussures ? Alors, je vais prendre un exemple qui est assez personnel, mais peut-être que beaucoup de coureurs vont se reconnaître à travers mon exemple. Récemment, je suis monté sur marathon. Donc, j'ai augmenté les kilomètres de manière progressive. J'ai bien fait les choses, je suis bien entouré. Petit clin d'œil à Fred. Mais j'ai découvert que j'avais des petites ampoules au niveau de l'arrière du pied. J'avais aussi le devant des blessures qui sont apparues et ça m'a fait m'interroger sur finalement peut-être que les chaussures me convenaient parce que j'avais un certain niveau de kilométrage. Maintenant que j'ai augmenté mes chaussures et je vois que j'ai quand même des petits problèmes sans forcément rentrer dans la blessure, et là ça m'a fait m'interroger, est-ce que vraiment mes chaussures sont l'idéal, le top pour ma pratique ? C'est une bonne observation. Après, je pense aussi que y a certaines structures, et la peau en fait partie, qui mettent un peu plus de temps pour s'adapter que tes muscles qui t'ont permis de réaliser un marathon. Et voilà. Après, il y a aussi quelque part, j'ai envie de dire, sur un marathon, finir avec une petite ampoule. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre toute sa vie en question et son entraînement en question et son chaussage, etc. J'ai envie de dire, sur un marathon, c'est légitime de finir avec une ampoule, même si on peut tenter de l'éviter. Donc, remettre en question son mode de chaussage
éventuellement parce que j'ai eu une petite ampoule, parce que j'ai augmenté la distance, c'est peut-être beaucoup. Après, ça peut être une question de tout simplement non pas de caractéristiques de chaussures, mais peut-être de pointure. Peut-être que ton pied prend un certain volume à certaines distances, qui fait qu'il faut peut-être envisager une pointure différente, etc. Voilà. Après, s'il s'agit de remettre en question quelque chose à cause d'une blessure, là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que là, tu me parles de frottement et d'ampoule. Là, je peux expliquer un truc un peu plus loin. C'est changer de caractéristiques de chaussures. Pour moi, le meilleur guide et le truc le plus facile pour être conseillé par un professionnel de santé, c'est justement quelle est la nature de cette blessure. Là, après, si on parle justement du choix de chaussures chez un coureur blessé, c'est presque plus facile de lui conseiller quel type de chaussures il lui faut qu'un coureur qui va bien. Je m'explique. Les caractéristiques d'une chaussure engendrent forcément des conséquences mécaniques sur le membre inférieur. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'on a tous une dose de charge mécanique, de force que l'on prend dans le corps quand on court. Okay, et en fait, l'important, c'est comment on les répartit. Et les caractéristiques de la chaussure peuvent changer cette répartition. C'est-à-dire qu'on ne les diminue pas, mais on va changer la répartition. Justement, je suis un coureur. Quelles questions je dois me poser quand je choisis ma chaussure, parce que c'est pas évident de trouver tout le temps les bons conseils. Si je suis un coureur qui a des tendances à des petites blessures un peu chroniques, c'est-à-dire qui m'empêchent pas réellement de courir mais qui me gênent, etc. C'est-à-dire que si je suis un coureur qui a une petite tendance à avoir des genoux un peu lourds, un peu raides en fin de sortie, ou carrément des douleurs qui posent problème en course à pied au niveau du genou, ça veut dire que il faut choisir une chaussure dont l'impact mécanique va être de mettre moins de contraintes sur le genou. Jusqu'ici, ça paraît évident. Okay, et ben, la chaussure aujourd'hui qui est définie parfaitement, j'ai envie de dire, et scientifiquement, mettant moins de contraintes sur le genou, c'est plutôt une chaussure qui a un faible drop. Ou en tout cas, c'est toujours pareil, il faut statuer sur son référentiel. Si je suis quelqu'un, si j'ai ces petits problèmes de genou et ces raideurs de genou et que j'ai un drop classique de 10, okay, ça veut dire et que j'ai ces problèmes de genou, ça veut dire que je peux vraiment considérer que descendre le drop va être pertinent pour mon problème de genou. Ça veut dire que je fais un choix qui est en rapport avec quelque chose qui nuit à ma pratique de course à pied, et je fais donc le choix pertinent pour que ce problème-là soit, ça veut pas dire que ça va le régler, mais en tout cas ça va forcément l'alléger. Donc si à l'inverse, c'est quelqu'un qui a un problème du tendon d'Achille, un problème de mollet, un problème d'aponévrose plantaire, etc. Et ben là, la démarche, elle est absolument presque contraire. C'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là où j'ai ces difficultés au niveau du tendon d'Achille, je dois, par exemple, pas du tout descendre de drop. Voilà un petit peu déjà, si on doit parler de caractéristiques, puisqu'en toile de fond derrière tout ça, il y a la tendance au minimalisme qui a été décrit longtemps comme un truc super qui règle tous les problèmes. C'est pas vrai. Il y a le super amorti qui règle tous les problèmes, etc. que l'on peut voir partout. C'est pas vrai non plus. En fait, c'est un choix en fonction de ses faiblesses. Je pense que si on considère que je suis un coureur qui a quelques points faibles, le but c'est justement de bien comprendre ce qu'il faut faire pour finalement diminuer le stress mécanique, pour reprendre des expressions un petit peu courantes sur le sujet, diminuer le stress mécanique en rapport avec ces structures-là. Et donc, en résumé, descendre le drop pour des problèmes de genoux et garder le drop, voire parfois l'augmenter si on est un peu descendu trop rapidement pour des problèmes plutôt de tendon d'Achille. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut avoir une paire différente en fonction du terrain déjà sur lequel on va courir ou de la séance qu'on va pratiquer? Est-ce qu'il y a vraiment une différence aujourd'hui entre une chaussure de trail et une chaussure de running sur route? C'est quoi Grosso modo, c'est pas forcément le domaine dans lequel je suis le plus calé, le trail, mais après c'est une question d'accroche de la surface. Ça, oui, le cramponnage nécessaire pour comment alterner d'un rocher, d'une ornière et de terrain plus glissant, etc. Oui, ce critère-là est effectivement important. Après, les différences fondamentales sont surtout qu'en général, il y a un petit peu moins c'est pas la même qualité d'amorti entre les chaussures de trail et les chaussures de running, tout simplement aussi parce qu'on a un relief où on varie beaucoup plus. On a une tendance à la variation de prise d'appui entre elles qui est beaucoup plus importante, alors que dans le running sur route, en général, on a exactement tout le temps la même variation de prise d'appui, sauf si on fait un acte volontaire de le changer pendant sa sortie. Tu le disais à l'instant, fut un temps, on a beaucoup parlé notamment de la chaussure minimaliste avec des drops à zéro. Aujourd'hui, on voit quand même que les modèles embarquent de plus en plus de technologie et aussi d'amorti. C'est quoi rapidement, on va pas polluer le débat aujourd'hui sur cette question-là qui fait déjà coller beaucoup d'encre, mais voilà, c'est ton point de vue sur ça.
Mon point de vue sur ça, c'est que, encore une fois, je vais un peu répéter souvent la même chose, c'est que tout changement doit être fait avec pertinence. Les 2 points importants, c'est que tout changement, si on veut passer au minimalisme, et moi j'ai le cas de patients, parfois on met 1 ou 2 réglages à les soulager, leur soulager leurs genoux, leurs tendons d'Achille, etc. Et puis ils débarquent un jour en disant ah c'est bon, j'ai plus mal. Au fait, j'aimerais bien essayer le minimalisme. Vous en pensez quoi? Alors j'en pense que déjà ça fait 3 mois que je te suis et que je fais tout pour t'aider et que ça y est on a réussi, donc maintenant on change plus rien. Voilà la première tendance. J'en pense que surtout ça doit être fait si ça a un sens. Okay, et pas fait aveuglément. Et là, on revient un peu sur l'association minimalisme et on va dire foulée avant-pied. Ça a des caractéristiques mécaniques qui ont une influence sur le corps humain, qui peuvent être très pertinentes, comme ça peut être destructeur. Encore une fois, on reprend le thème du genou, de la hanche, du dos, où le minimalisme va plutôt dans le bon sens. Et par contre, des petits problèmes de pied, des antécédents sur le pied ou sur le tendon d'Achille ou sur le mollet, où le minimalisme, à mon sens, n'a pas de sens, en tout cas, à part vraiment si on prend un temps immense pour s'adapter à tout ça, mais je vois pas l'intérêt dans ces cas-là. J'ai quand même l'impression que sur cette question du minimalisme, c'est un sujet qui va au-delà du monde de la course à pied et qui a traduit aussi un certain mode de vie, peut-être une envie de communier avec la nature, de courir de manière plus naturelle. D'ailleurs, on entend beaucoup cette question-là, notamment sur les réseaux sociaux, parce que quand on regarde les pelotons ou les chaussures des meilleurs athlètes mondiaux, on s'aperçoit qu'ils ont quasiment tous des chaussures avec drop. Après, tu le disais, il y a toujours les pros et les anti qui s'attaquent souvent à coups d'arguments sur les réseaux sociaux, mais on voit que ce débat, il existe quand même pas vraiment dans les coureurs en général. Je pense que c'est aussi le reflet de notre société actuelle où malheureusement on a de plus en plus de mal avec la nuance et qu'il faut absolument être pour quelque chose ou contre quelque chose et voilà. Et malheureusement ça pollue. Après, de manière générale, les gens... Enfin, à titre personnel, je vais utiliser des chaussures avec drop pour mes entraînements et sur piste, quand je vais aller faire du travail de fractionné, je vais utiliser des chaussures minimalistes parce qu'effectivement, j'aurai une foulée plus naturelle, je vais être plus rapide. Mais le lendemain, je pense que beaucoup de coureurs connaissent ça. Je vais avoir des super mollets qui vont être énormes, je vais avoir des nœuds, il va falloir que je fasse beaucoup de massages et je suis très content de faire mon footing de récupération avec des chaussures avec drop. Et en fait, c'est pourquoi opposer l'un à l'autre. Enfin, je ne comprends pas trop ce débat et je pense que c'est plus quelque chose assez aussi, voilà, comme je disais, avec la société, les réseaux sociaux, où voilà, chaque chose a son utilité. Pourquoi toujours systématiquement on essaye d'opposer minimalisme, maximalisme, ce genre de choses. Bon, c'est peut-être des choses qui dépassent ce débat d'aujourd'hui. Non, mais en 2 mots, je pense qu'effectivement, on est passé en 2009, je crois que Born to Run, ça doit être 2009, quelque chose comme ça, ce livre qui a déclenché les passions. On est passé d'un débat idéologique à après un débat scientifique, c'est-à-dire que d'abord, il y a eu des grosses erreurs de fait par idéologie. Nous, on les a vus arriver en cabinet 2010-2011. J'ai changé de pompe à 3 semaines du marathon, on m'a filé ça et j'ai plus d'aponévrose. Ok. Voilà. Et puis après, il y a eu des articles scientifiques qu'on prouvait à quoi ça servait et ce que ça pouvait faire comme problème. Et puis après, grosso modo, alors, il y a toujours des pour des contre, mais il y a aussi toute une communauté qui s'est mis d'accord sur l'intérêt et dans quel cas ça pouvait être pertinent et puis dans quel cas c'était une aberration. Voilà, je pense qu'il faut résumer les choses à ça. En synthèse, voilà. Parlons maintenant de l'entretien de ses chaussures et de ses pieds. Tu sais, quand j'ai commencé à courir, alors c'était pas il y a très longtemps, c'était au début des années 2000, on me disait qu'il fallait changer sa chaussure environ tous les 1500 km. Aujourd'hui, les choses semblent quand même avoir beaucoup évolué et c'est pas rare d'entendre certains vendeurs nous recommander de changer notre paire de chaussures tous les 700 km. Donc, allez, en l'espace de 15 ans, on aurait perdu 50% de durabilité sur les chaussures. Moi, ça me semble énorme. Est-ce que c'est pas un argument marketing où il y a vraiment une réalité et que les chaussures sont moins durables qu'avant? Alors, je peux pas me positionner sur l'évolution de la durabilité d'une chaussure. Je pense qu'effectivement, en fonction du poids du coureur et en fonction du terrain sur lequel on pratique, je pense qu'aux alentours de la fourchette 1000-1500 paraît pertinente. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prêter attention à l'usure de ces chaussures entre 1000 et 1500 km. Après, prêter attention, ça veut dire quoi? C'est tout simplement à un moment donné de se poser la question, l'usure d'une chaussure une chaussure doit être changée quand à un moment donné on a l'impression finalement qu'elle dénature la foulée qui devrait être naturelle. Voilà. Ça fait beaucoup de répétitions du même mot, mais grosso modo c'est ça, c'est de se dire est-ce que en enfilant cette chaussure, j'enfile un outil
qui change les caractéristiques de ma foulée, pas dans le bon sens, c'est-à-dire qui va accentuer ma pronation si j'avais pris une chaussure pour foulée pronatrice parce que j'estimais que c'était ou on m'a fait comprendre que c'était nécessaire. Ou j'ai choisi une chaussure universelle et puis elle est devenue petit à petit complètement écrasée sur l'intérieur parce que j'ai une prise d'appui trop importante sur l'intérieur. Je crois que c'est du cas par cas. Je pense que encore une fois, je vais sortir la même chose. C'est quelque chose qui doit très facilement être mis en question dès qu'on est blessé. Ça, il n'y a pas débat à ce moment-là. On doit prêter attention à l'usure de sa chaussure. Ça, c'est évident. Et puis, autrement, on doit effectivement essayer de regarder si sa chaussure, enfin, il y a des tests tout bêtes, hein, que je vais rien inventer. Si, quand on la met sur un plan, elle reste d'aplomb ou si elle est déviée d'un côté ou de l'autre. Si on a l'impression qu'il y a des plis sur l'intérieur du semmelage et pas sur l'extérieur, qui fait que la semelle est écrasée d'un côté. Là, ça, c'est de l'usure objective. C'est-à-dire qu'en gros, en enfilant cette chaussure, mon pied, qui est tel qu'il est quand il n'a pas de chaussure, devient autre chose et est susceptible d'engendrer des blessures. C'est ça l'intérêt de changer la chaussure. Est-ce qu'il y a des profils de coureurs, par exemple, j'imagine que si tu pèses 80 kg, tu vas peut-être abîmer plus ta chaussure que si tu en pèses 65. Si tu cours aussi peut-être sur des surfaces, est-ce qu'il n'y a pas aussi ces critères qu'il faut se poser? C'est un ensemble de paramètres, forcément. Le poids, le type de foulée, quelqu'un qui court en chaussures traditionnelles et qui court et qui a une prise d'appui avant-pied, il va pas user de la même façon qu'un coureur en chaussures traditionnelles qui a une prise d'appui arrière-pied. Donc c'est un ensemble de paramètres. Je pense qu'en tout cas, par expérience, il y a peu de littérature scientifique précise sur le sujet, mais par expérience, regarder attentivement sa chaussure à partir de 1000 bornes, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Sans vouloir faire grossir les chiffres d'affaires des marques de running. Justement, en matière de durabilité, tu peux nous donner des conseils sur comment entretenir sa chaussure si on veut, on veut pas forcément consommer à outrance ou si simplement on n'a pas le budget, si on veut. Ouais, c'est pas une question évidente à laquelle on peut répondre facilement. Je pense que le premier truc qu'il faut mettre en place pour conserver la plus grande durabilité de ses chaussures, c'est l'humidité en fait, c'est lutter contre tout type d'humidité. C'est-à-dire l'endroit où elles sont conservées, ok, si on les met devant sa porte, qu'elles prennent la flotte ou sur sa fenêtre, etc. C'est forcément pas une bonne idée. Deux aussi, après une sortie, pour moi, je conseille systématiquement de retirer la semelle de propreté de la chaussure et de dissocier la chaussure de la semelle de propreté justement pour qu'il y ait une petite aération de tout ça et qu'on évite que l'humidité gagne la chaussure, etc. et qu'il nuise aux qualités des matériaux en tout genre. Et après, oui, pas la laisser complètement pleine de boue quand on a fait une sortie parce que ça peut venir un tout petit peu agresser certains matériaux. Mais voilà, il n'y a pas non plus d'entretien magique qui fait que tu vas pouvoir doubler ton kilométrage avec une chaussure, quoi. Intéressons-nous maintenant à nos pieds qui sont souvent mis à rude épreuve quand on prépare, je pense notamment au marathon ou encore à des ultras. Quel traitement on doit réserver à nos pieds avant une compétition, déjà pour en tirer le maximum et nous aider à surmonter la charge de chaque épreuve? Alors, quel traitement? Bon, il y a déjà un petit peu vérifier son matériel. Effectivement, si on s'adresse à des distances plus longues, faut quand même vérifier qu'on a comme tu le disais très bien tout à l'heure, ce qu'on peut supporter sur 10 km, on ne va pas le supporter forcément sur 42 ou sur un 100 bornes. Concrètement, c'est là que la pointure de la chaussure peut avoir un impact intéressant. Faut bien vérifier ça. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a effectivement une préparation de la peau. Nous, on conseille certaines marques que je ne prépare, mais pour un peu tanner sa peau voilà. Et donc, il y a des applications concrètes qu'on peut commencer même 3 semaines avant une compétition. Je parle pour le coup, je suis sans bornard et je sais ce que c'est que d'avoir très très mal au pied au 90e et d'avoir envie de tout arracher. Et donc, préparer sa peau à affronter ce type de durée d'épreuve, ouais, ça se fait. Il y a des crèmes qui sont très bien pour ça, qui évitent des frottements. C'est toujours pareil, hein, la cadence de foulée, c'est entre 150 et 180. Ça veut dire que tu prends 90 fois par minute chaque pied au sol, multiplié par le temps que tu mets sur 100 bornes. Faut imaginer la dose de frottement que prend le pied. Donc le préparer, voilà. Il y a quand même moi je conseille la crème NOC pour ne pas la nommer, à préparer 3 semaines avant et continuer jusqu'à la veille de le faire, etc., etc. C'est plutôt quelque chose qui prépare bien la peau à ce type d'épreuve. Et on peut lutter par exemple contre les ampoules. Ça, c'est concrètement fait pour ça. Le tannage que procure ce type de crème, c'est plutôt très très bien. Après, je pense que sur ce type d'épreuve-là, consulter un pédicure podologue
3 semaines à 15 jours avant max, c'est aussi une bonne chose. Lui signifier surtout que il y a une grosse course qui arrive, parce qu'il faut pas qu'il fasse un soin de pédicurie un petit peu trop poussé qui justement enlèverait trop quelques protections de la peau pour affronter cette épreuve-là. Mais la coupe d'ongles, par exemple, c'est un truc qu'il faut être attentif avant de se lancer sur un marathon ou sur un ultra, quoi. C'est forcément. Ça peut vite gâcher l'expérience. Je te propose maintenant, pour cette dernière partie de l'émission, qu'on joue un petit jeu. On va jouer à un quiz qui s'appelle le vrai du faux. La règle, elle est très simple. Tu dois juste répondre obligatoirement par vrai ou par faux à chaque début de phrase. Et je vais te poser des questions. Tu commences vrai, faux, et tu n'as pas le droit d'argumenter avant. C'est pas avoir des réponses précises. Okay. Tu sais, je commence à les connaître un petit peu, les spécialistes. Et j'essaye de mettre en place des tactiques pour essayer d'avoir des réponses les plus précises possibles. Alors, j'ai plusieurs questions. Je remercie encore nos auditeurs qui ont été très nombreux à nous solliciter sur ça. Première question. Il faut prendre une pointure et demie en plus quand on choisit sa paire de running parce que nos pieds gonflent en courant. Vrai ou faux ? Vrai. Alors, sur le une pointure et demie, j'ai le droit d'argumenter après ou Oui, il faut juste que tu commences par vrai. Ouais, très bien. Plutôt vrai. Je pense que, en général, statistiquement, c'est ce qui se passe. Mais en gros, il faut surtout l'essayer et vérifier qu'on se sente bien dedans. Il y a des normes. Alors, il y a le fameux je pousse mon pied au fond de la chaussure et je dois au moins passer un gros travers de doigt derrière. Moi, c'est une tactique que je conseille, voilà. Et il est vrai que quand tu fais ça, statistiquement, tu vas tomber souvent sur une pointure et demie en plus que ton chaussage de ville. Ça, c'est le classique. Oui, parce que le pied, c'est pas qu'une question. Alors, il y a la question vasculaire. Effectivement, il gonfle parce qu'il est plus vascularisé, il gonfle. Mais il faut bien comprendre que entre un pied en statique debout. En statique debout, il a une certaine forme et une certaine longueur, alors qu'un pied qui court a une autre longueur. Un pied qui en plus a tendance à la pronation. La pronation, en gros, de toute façon, a une tendance à augmenter la longueur du pied. Donc si je suis un sujet qui va avoir tendance à avoir une pronation qui augmente avec la fatigabilité musculaire durant une course un peu plus longue, bah oui, mon pied va augmenter en longueur. Donc effectivement, il faut anticiper ça si je fais du long. Donc pas forcément une pointure et demie en plus, mais une phalange comme tu dis, parce que moi je mets du 43 et demi, je rentre pas. Je vais avoir le pied qui va partir dans tous les sens si je prends une pointure. Non, mais voilà, mais une pointure. Alors déjà, moi, c'est plutôt une pointure. C'était le ennemi qui me chatouillait un petit peu. Mais une pointure, c'est souvent le cas quand même. Voilà. Après, effectivement, ça dépend des marques. Tout le monde, il y a quand même une grande variabilité. C'est important de rappeler qu'effectivement, en fonction du chausseur, les différences de taille peuvent être assez importantes. C'est pour ça que moi, je recommande toujours l'essayage en magasin. Il y a quand même des boutiques sympas. Il y a quand même plein de magasins spécialisés où maintenant, ils ont tous des tapis pour faire essayer, ils sont même parfois mieux équipés qu'un podologue. Je pense que c'est pas mal d'aller vraiment, si c'est un outil qu'on va utiliser 1500 bornes pour faire des compètes, etc., je pense que c'est bien d'aller en magasin, l'essayer et vraiment faire ce qu'il faut pour ça, quoi. Ok. Un coureur ou une coureuse de poids supérieur ou égal à 75 kg doit éviter les chaussures très légères. Faux. C'est toujours pareil, c'est une corrélation entre alors faux. C'est dur, non, mais merci. Ça dépend de ses objectifs. Si ce coureur qui fait 75 kilos a quand même des objectifs de performance, aujourd'hui on l'a pas vraiment évoqué, mais s'il y a un autre truc qui fait l'unanimité sur la course à pied, c'est que c'est le poids de la chaussure le poids de la chaussure a une incidence sur la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'est pas la biomécanique de foulée, c'est pas de courir sur l'avant-pied, c'est pas de courir sur l'arrière-pied, etc. C'est tout simplement un truc bidon. Combien t'as de poids à ton pied, ok? Le poids donc forcément si je veux si j'ai beau faire, je fais plus. Si je fais plus de 75 kilos et je veux performer sur 10 km, plus je vais prendre une chaussure légère, plus je vais avoir des chances de performer. Et c'est factuel. Mais tu as des risques de blessure aussi. Peut-être qu'ils sont accrus. Ce qui est sûr, pour aller jusqu'à toi, c'est que ensuite, forcément, si les matériaux sont plus légers, que la chaussure est plus légère, ils ont une durée de vie moindre, donc plus je suis lourd, plus je vais les éclater rapidement. Mais encore une fois, ça dépend des objectifs. Si l'objectif c'est la perf, et c'est pas grave si je dois changer mes pompes à 500 bornes, c'est pas grave. Si l'objectif c'est la durée de garder la chaussure le plus longtemps possible et la performance c'est pas grave, eh bien dans ce cas, faut effectivement pas prendre ce type de chaussures qui vont s'user plus rapidement. Tout ça c'est très mécanique. Je dois garder des ongles courts pour éviter les hématomes, les fameux ongles bleus ou la chute des ongles en course à pied.
C'est toujours vrai ou faux? C'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. Après, c'est comme tout, c'est une question de proportion, on va dire. Faut pas que ce soit trop court non plus. Mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, à l'inverse, c'est qu'un ongle trop long, oui, si en plus il y a un peu dénivelé en descente, etc., oui, c'est la meilleure façon de se faire un hématome. Maintenant, ça veut pas dire que c'est la seule raison des hématomes. C'est-à-dire que si tu gères pas bien ta coupe d'ongle, tu as plus de chances d'avoir des hématomes. Mais attention, il y a aussi toute une série d'hématomes qui sont dus ce qu'on appelle un grasping des orteils, c'est-à-dire en gros des pieds des orteils qui vont avoir une tendance à se mettre un peu en griffe dans la chaussure et qui vont exercer une pression par la pulpe de leurs orteils et qui va se répercuter sur l'ongle, qui est complètement à dissocier justement de la coupe d'ongle et du conflit avec lequel il peut rentrer avec la chaussure au bout, quoi. Donc sur ce thème-là, voilà. Donc c'est plutôt vrai, c'est sûr, c'est que si t'es pas coupé les ongles pendant 1 mois et demi et que tu pars sur un marathon, t'as de grandes chances de te faire des jolis hématomes, mais il n'y a pas que ça qui engendre des hématomes. Tiens, autre sujet qui plaît beaucoup aux réseaux sociaux, l'attaque talon est la pire chose qui peut arriver à un coureur avec le Covid-19. Faux. Faut vraiment que je débatte là. Plaisanterie mise à part, quoi qu'il arrive, l'attaque talon, tout comme l'attaque avant-pied, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que j'ai assez répété je crois, il me semble que l'attaque talon associée à un drop élevé, c'est bon pour le pied et le mollet, c'est pas bon pour le genou, en gros. Donc après, on fait son choix et on choisit en fonction de sa cartographie des blessures. Ça, c'est le premier truc. Mais il ne faut pas diaboliser l'attaque talon, ça c'est sûr. Elle n'est pas responsable de tout. Elle peut être même bonne dans certains cas. En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours pareil. Ce qui est pas bon dans les différentes prises d'appui, que ce soit avant-pied ou arrière-pied, c'est les prises d'appui excessives. Je m'explique. Si tu as une attaque talon très modérée, c'est-à-dire que tu effleures le talon et qu'ensuite tu arrives sur le médio-pied, tu as moins d'impact négatif que si vraiment tu arrives en complète extension du genou avec des longues foulées de folie et tu attaques vraiment complètement par l'arrière du talon. Ça, c'est plutôt une attaque de talon plutôt éventuellement pathologique assez facilement. Mais à l'inverse, une attaque avant-pied avec un pied très en flexion plantaire ou une pointe de pied très en bas, genre je veux réceptionner systématiquement par le bout du pied, ça aussi, c'est super pas bon. Il faut s'obliger à allonger sa foulée pour progresser en course à pied au niveau biomécanique. Non. Faux. Ça, sûr. Alors, déjà, ça dépend de ce qu'on appelle progresser, mais la longueur de foulée, au contraire. En gros, alors, c'est vrai que moi, je vais systématiquement plutôt me placer sous l'aspect thérapeutique et pathologique que sur l'aspect performance. Mais comme je t'ai évoqué tout à l'heure, toutes ces catégories-là de variables, aujourd'hui, il n'y a rien de démontré dans la littérature scientifique qui a une incidence sur la performance. On va se placer plutôt sur le terrain de la blessure et de la pathologie, parce que ça, il y a des preuves scientifiques. Aujourd'hui, en fait, il y a alors il faut associer à la longueur de foulée la cadence de foulée qui sont forcément en lien. Plus tu as une longueur de foulée importante, plus ta cadence diminue, et voilà. Et il y a ça, pour le coup, dans la littérature scientifique, plein de gens qui ont montré qu'il y a une cadence de foulée idéale. Alors là, ils sont pas tous d'accord, mais on est aux alentours de 180 pas minutes, etc., qui paraîtraient, voilà, certains vont jusqu'à 190. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es à 150 et que tu as une grande foulée, tu as plus de chances de te blesser, et tu as une longue foulée, tu as plus de chances de te blesser que si tu es à 180. Et systématiquement, en fait, plus tu vas augmenter ta cadence, plus tu vas réduire ta longueur. Donc de toute façon, faut plutôt aller dans ce sens-là. Ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure du running retraining, du changement biomécanique de foulée, qui est presque le plus facile à faire et pour le coup le moins pathogène et qui nécessite le moins de transition attentive, au contraire de la foulée arrière-pied avant-pied. Et puis se forcer à allonger sa foulée en courant, alors bon, c'est peut-être possible comme ça à l'échauffement, oui, ou non, au 30e kilomètre, si vous pensez encore sur un marathon à allonger votre foulée, bon, ou peut-être vous avez un peu trop géré votre course avant si vous avez que ça à penser. Si on a des ampoules et qu'elles sont encore fermées, il faut surtout pas y toucher. Faux. Faut plutôt. Alors moi j'aime bien dans ce cas-là que ce soit fait par un spécialiste, mais il y a une procédure qui consiste grosso modo on va dire avec une petite seringue très fine à la vider, à la re-remplir d'éosine pour assécher, mais en essayant surtout de garder la protection cutanée et de réaplatir bien la partie qui s'est décollée, de la réaplatir sur la plaie, si j'ose dire. Il est possible de prévenir l'aponévrose plantaire avec des exercices de posture et d'assouplissement. Si tu peux aussi, vrai ou faux, et après nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette... Alors,
Je pense qu'on peut dire vrai. Oui, si on fait des exercices d'assouplissement de toute la chaîne postérieure, notamment du mollet, le tendon d'Achille, qui est directement en lien avec la ponévrose plantaire, hein, les corps musculaires du mollet, du triceps sural, c'est presque c'est le moteur de la ponévrose plantaire. Donc si effectivement on fait des exercices d'assouplissement, notamment de cette structure-là, forcément ça va, si on assouplit le corps musculaire du mollet, forcément il y a moins de tension qui va être appliquée à la ponévrose plantaire. Donc oui, c'est vrai. Voilà, les exercices de posture un peu plus compliqués, les assouplissements, je peux être assez catégorique, c'est vrai. Très bien. Bah écoute, la première édition du Vrai du Faux est terminée puisque j'ai plus de questions. Avant de conclure cet échange qui était très intéressant, est-ce que peut-être tu as un dernier conseil à nous donner? Si j'ai un dernier, parce que je sais que les podologues parfois sont vus d'un mauvais œil, mais si j'ai un dernier conseil à passer, c'est essayer de voir si le praticien que vous allez consulter court, tout simplement, que ce soit un médecin. En tant que coureur, je préfère aller consulter quelqu'un qui connaît ma pratique. Et donc, si n'importe quel thérapeute que vous allez consulter, essayez de voir si c'est un coureur ou pas. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Voilà. Excellent conseil, d'ailleurs, surtout que ce soit sur les kinés, les médecins, les nutritionnistes. Dans tous les professionnels ou en tout cas, pas forcément qui courent, mais en tout cas qui a une appétence et qui a l'habitude de côtoyer des coureurs. C'est vraiment idéal. Yves, encore une fois, un grand merci pour la qualité de cet échange enregistré depuis le ASICS Running Lab Tour. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices aussi. On tient également à remercier Eddy, Arnaud et Jonas d'avoir rendu cet échange possible pour l'organisation de cet événement et pour leur confiance. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bonne semaine et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.